Alors, jamais aussi proche d'un règlement et avec des défis. Alors, chose promise, chose due, il est 4h15. Je vous passe la parole. Donc, vous connaissez la règle. Une question brève pour laquelle vous précisez quel est l'interlocuteur. Je passe le micro. J'ai une question à notre économiste distingué. Nous manquons d'argent. Nous manquons d'argent pour les infrastructures, pour l'éducation, pour bien d'autres domaines. Alors, le pays s'est enrichi sous le néolibéralisme. C'est grâce à cela qu'il a de l'argent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir favoriser un égalitarisme dans la société israélienne, pensez-vous que vous pourriez suggérer, en tant que start-up nation, de réinventer un socialisme à l'israélienne ou judaïque? Alors, Pierrot, je crois que tu devais... Voilà, alors on va peut-être effectivement faire passer le micro pour une série de questions et laisser ensuite nos interlocuteurs répondre à la suite. Madame? Vous parlez de la richesse d'Israël ou de la pauvreté, je ne sais pas. Mais en tout cas, un cas tout à fait unique. J'ai vu il y a 2 jours une scoliose catastrophique chez une gamine de 15 ans. Approchez votre micro, madame, on vous entend Chez pas. une gamine de 15 ans, une scoliose catastrophique. Et j'ai dit, mais que fait le médecin scolaire? Il n'y a pas de médecin scolaire. Non, ils ont été privatisés, les médecins scolaires. Oui. Il n'y en a pas du tout. C'est normal? Ben non. Sans vouloir être provoquant, on peut dire qu'il n'y a pas de régime parfait, autrement ça se saurait et tout le monde l'appliquerait. On a l'exemple inverse, c'est-à-dire de la dépense à outrance, de l'assistance, c'est la France. Et donc, il existe sans doute des systèmes intermédiaires. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique en Israël, réellement, de ne pas faire évoluer les choses? Je lis, j'entends des tas de choses qui semblent montrer que dans l'immobilier, dans un certain nombre de domaines, l'État fait des efforts. Est-ce que c'est une fausse impression? Alors, on va peut-être laisser Jacques Bindelac répondre sur le volet économique. Vos questions s'adressent aussi à Jacques Bindelac. Alors, allez-y et je vous laisse la parole, parce que là, visiblement, merci. Ça révèle... 2 questions à tous les deux. Primo, dans la perspective de l'Israël du futur, des prochaines 70 années, Israël peut-il se permettre de laisser pour compte de sa rédemption sans casser sa cohésion sociale? La deuxième, dans la même direction, Israël peut-il se permettre de laisser à une minorité religieuse ultra-orthodoxe l'exclusivité de l'interprétation de la loi religieuse, c'est-à-dire de la halakha, sans porter atteinte à sa propre cohésion sociale et surtout sans porter atteinte aussi à sa cohésion avec les Juifs de l'étranger? Il y avait une dernière question socio-économique, madame, au fond. Jacqueline, derrière toi. Voilà. Pour Meir, vous avez parlé de la libéralisation de la communication et de la parole, et j'attendais la libéralisation de la parole de la femme. Alors ça, on n'en a pas parlé du tout. Et, très bonne question. Il faut reconnaître qu'en Arabie Saoudite, avec Salman, les femmes ont déjà un mot à dire.
qu'en Inde, les femmes ont déjà un mot à dire. En Amérique, bon, c'est évident. En Israël, n'en parlons pas. Mais on attend les paroles des Iraniennes, parce que les Iraniennes sont des femmes très cultivées, très instruites, qui ont un taux de natalité à peu près comme l'Allemagne. Donc, peut-être comme l'Allemagne, dans 20 ans, il n'y aura plus d'Iraniens réels. Et on attend de savoir quelle est leur parole et pourquoi on ne les entend pas, en fait, suffisamment, alors qu'on entend les femmes d'Arabie Saoudite. Merci. Merci. Alors, je commence par vous, Jacques. Allez-y. Il est certain qu'il n'existe pas de régime idéal, en tout cas on ne l'a pas trouvé, ni en Europe ni ailleurs. Je ne prône pas un retour au socialisme d'antan des années 50 et 60, des premières années de la création d'Israël. Je ne prône pas un modèle socialiste ou corporatiste à la française qui est, lui, dans l'autre extrême de ce que j'envisage pour Israël. J'envisage simplement un modèle libéral à visage humain, c'est-à-dire dans lequel l'homme, le pauvre, l'indigent, l'invalide, le vieux puissent vivre avec un niveau de vie moyen, normal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que justement les aides de l'État ont été coupées, l'État finance de moins en moins ce qu'ailleurs l'État finance, et donc aujourd'hui et des manifestations viennent nous le rappeler régulièrement. Il y a eu la grande révolte de 2011 pour des questions d'immobilier. Et puis régulièrement, il y a des manifestations, les handicapés, les sans-logis, les familles monoparentales. Donc il y a beaucoup de groupes de population qui sont un petit peu transparentes, qu'on ne voit pas forcément tous les jours dans la société israélienne, mais qui sont des gens qui ont du mal à vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément des gens qui meurent de faim en Israël, notamment parce que justement la générosité et le bénévolat et les dons permettent justement d'éviter ce genre de situation. Mais il y a en Israël des catégories d'individus qui sont estimés par des statistiques de l'OCDE, selon des définitions internationales, comme étant 20% de la population israélienne, c'est-à-dire beaucoup de monde, 1 million et quelques de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de moyen, c'est-à-dire en fonction de la moyenne de ce qu'un pays pourrait se permettre de vivre. Eh bien, il y a un Israélien sur 5 qui n'arrive pas à ce seuil minimal de vivre. Et ça ne remet pas en cause forcément la logique libérale de l'économie, qui est une logique qui aujourd'hui a fait ses preuves un petit peu partout ailleurs, mais qui aurait dû s'accompagner de garde-fous pour permettre justement aux populations qui ne peuvent pas suivre de pouvoir tout de même subvenir correctement à leurs besoins. Or même les garde-fous, la sécurité sociale, les aides sociales, la formation professionnelle, la santé publique, l'éducation pour tous, tout cela a été plus ou moins rogné depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, pour avoir une bonne éducation, eh bien, les parents doivent payer des compléments de cours à leurs enfants. Pour être bien soignés, eh bien, il faut avoir une complémentaire, sinon on n'est pas bien pris en charge, sinon il faut qu'on attende, il y a des listes d'attente. Si on veut être logé correctement, il faut acheter un logement parce que l'État n'a plus de logement public. Vous savez qu'il y a 20 ans, ce qu'on appelait en France les HLM, il y a 20 ans, l'État a liquidé les logements publics. Ça a été entièrement supprimé, sauf ce qui existait, ça n'a pas été poursuivi. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas acheter, la location est trop chère, et dans le public, il n'y a pas de solution. Donc c'est ça ce que j'appelle ces garde-fous qui auraient permis, dans un système libéral tel qu'il se développe ici et ailleurs, de permettre à des populations qui ne peuvent pas suivre de pouvoir subvenir correctement à leurs besoins.
Et ces populations, on les trouve partout. Ce n'est pas seulement les Haredim dont je parlais au début et les Arabes. Ce sont les personnes âgées qui ont souvent des pensions minimales parce qu'elles n'ont pas toujours cotisé à des pensions complémentaires, parce que la pension complémentaire en Israël, elle n'existe que depuis 2008 et qu'auparavant, il fallait se contenter de la pension minimale de la sécurité sociale, parce que les handicapés ont des retraites, des pensions de handicapés minimales qui n'ont pas été réaugmentées depuis longtemps, parce que les allocations familiales pour les enfants sont en Israël les plus faibles des 35 pays développés de l'OCDE. Malgré que la natalité et le nombre d'enfants par famille sont très importantes. Et donc les familles nombreuses qui, ailleurs, peuvent compter sur certaines allocations, comme les allocations familiales, les allocations logement, pour survivre, en Israël ne peuvent plus compter sur ces allocations. Depuis 20 ans, les allocations sociales ne permettent plus à une grande frange de la population israélienne d'éviter la pauvreté. Le salaire minimum ne permet plus à une famille de vivre. Donc c'est tous ces garde-fous que, à mon avis, il faudrait aujourd'hui révaloriser pour justement réduire cette pauvreté, pour permettre à des catégories importantes de population de subvenir normalement à leur vie quotidienne, et cela sans revenir à un socialisme d'antan, sans revenir à une égalité dans les salaires, ou à une société égalitaire telle qu'on a voulu la créer il y a 40 ans, mais qui aujourd'hui n'est plus de mise. La société libérale est favorable aux investissements étrangers, favorable à la haute technologie, favorable aux affaires, tout ça est favorable à l'activité économique. Israël doit aujourd'hui son bon niveau de développement économique aux investissements étrangers, à la libre entreprise, à la libre initiative, mais on n'a pas su maintenir ces garde-fous qui auraient dû permettre justement à tous ceux qui n'ont pas suivi de pouvoir avoir un revenu minimal qui leur permette de ne pas sombrer dans la pauvreté. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que je ne prône pas un socialisme à la française ou biblique, mais plutôt un libéralisme qui soit à visage un peu plus humain. Alors, avant de vous passer la parole, monsieur, je me retourne vers Meir, puisqu'il y a encore d'autres parties de questions auxquelles il n'a pas été donné de réponse en ce qui concerne justement, et vous parliez tout à l'heure, Meir, de constitution coutumière. Alors, quid du rôle, effectivement, ou du contrôle ou de la supervision de tout ce qui touche à la loi juive par les ultra-orthodoxes? Est-ce que vous considérez que c'est toujours ou ça restera encore d'actualité? Bon, alors deux questions ont été posées. Alors, il y a les femmes au Moyen-Orient et il y a les ultra-orthodoxes. Dans la question sur les ultra-orthodoxes, en réalité, il y a deux questions. La première consiste le rôle prédominant du courant ultra-orthodoxe juif sur le judaïsme israélien. Et la deuxième, ça concerne la relation entre l'État israélien et la religion, ou les religions. Alors, effectivement, vous avez bien fait de le souligner, il y a une origine constitutionnelle dans la chose, puisqu'il y a la fameuse lettre du statu quo, qu'on appelle ainsi la lettre du statu quo envoyée par David Ben Gourion à qui Pas au représentant, au chef du parti ultra-orthodoxe de l'époque, Ashkenaz, donc à l'époque il n'y avait pas la chasse, Agudat Israël, et dans laquelle l'État, l'exécutif sioniste renonce ou promet, au nom de l'État d'Israël qui n'était pas encore né officiellement, à un certain nombre de prérogatives aux communautés confessionnelles. Donc là, en l'occurrence, à la communauté juive, mais ceci, par la suite, on verra que cette renonciation concerne aussi d'autres communautés, puisque lorsqu'on va dire, par exemple, on va parler de l'état civil qui est abandonné par l'État au profit du rabbinat, il va être aussi abandonné au profit de la communauté druze, au profit de l'imama, des 4 différentes églises officielles en Israël, etc., etc. Alors, en quoi c'est constitutionnel ? C'est constitutionnel parce que il est fait référence à ces différentes concessions dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, qui fait partie de l'ordre constitutionnel, et donc à la constitution israélienne. Et cette fameuse Cour suprême qu'on ne cesse d'attaquer nuit et jour en disant qu'elle est trop à gauche et qu'elle ne défend que les Arabes, eh bien, elle est la première à défendre justement les acquis des ultra-orthodoxes
au nom du respect de la Megillat Ha'atzmaut, de la déclaration d'indépendance dans laquelle il est fait référence, donc dans laquelle il est fait référence de cette fameuse lettre du statu quo. Donc, à partir de là, tout peut changer. Tout peut changer. Il n'y a pas de dictature des ultra-orthodoxes ou de n'importe quelle autre communauté, puisqu'il y a une égalité, il y a un ordre constitutionnel qui peut être révisé d'ailleurs, s'il y a une majorité qualifiée au sein du Parlement israélien. À côté de cela, il y a un nombre de dispositifs qui s'inscrivent dans l'extension de ces fameuses concessions de l'État au parti Agudat Israël, inscrit donc dans la déclaration d'indépendance. Et cela change et évolue au fil des années en fonction des rapports de force politiques en Israël. Et par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Qui est juif en Israël ? Est juif en Israël celui qui est né de mère juive ou qui s'est converti au judaïsme de façon orthodoxe. À partir de là, le droit à la nationalité israélienne dans le cadre de la loi du retour est extrêmement clair. Néanmoins, lorsque le parti Shinui est arrivé au pouvoir en Israël et que le ministère de l'Intérieur était aux mains du parti Shinui, les conversions libérales étaient reconnues par l'État d'Israël, par le ministère de l'Intérieur, et par conséquent, les conversions libérales effectuées à l'étranger étaient prises en compte et ouvraient la voie à la naturalisation à des personnes converties à l'étranger selon les modalités libérales. Et ça, c'est bien entendu, c'était un affront pour les partis ultra-orthodoxes qui siégeaient à la Knesset, mais qui n'étaient pas en mesure de protester contre de telles mesures. Et il faudra donc attendre de nouvelles élections législatives, la formation d'un nouveau gouvernement, le retour des partis Haredi au gouvernement et l'occupation par le parti Chasse du ministère de l'Intérieur pour que ces dispositions soient annulées et pour que de nouveau la naturalisation dans le cadre de la loi du retour ne concerne que les personnes nées de mère juive ou converties selon le mode orthodoxe. Et donc on voit qu'il y a des évolutions, que ce n'est pas la dictature. Oui, suivant comment ? La question que je posais, c'est que c'est converti suivant la halakha. Le problème, c'est que l'interprétation de la halakha a été donnée de manière exclusive en 2015 à l'ultra-orthodoxie qui n'est qu'une minorité en Israël. Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'on parle de judaïsme, on parle de halakha automatiquement. La question, c'est quelle est l'interprétation de la halakha ? Est-ce que c'est l'interprétation selon le mode ultra-orthodoxe ou selon d'autres modalités ? Et comme je viens de le dire, lorsque Shinui était au pouvoir, c'était aussi c'était une interprétation différente, que ce soit de la halakha ou de la conception que l'État d'Israël donne à un certain nombre de concepts, comme notamment qui est juif. Alors, il y a la deuxième partie de votre question, la relation entre l'État et les religions. Et là, effectivement, on est sur un tout autre registre, parce que le monde ne cesse d'évoluer, et parce que la religion est de plus en plus aujourd'hui de l'ordre du domaine privé, et donc il y a aujourd'hui de plus en plus de chocs, de confrontations à partir de là. Mais là encore, tout est question de rapport de force. Rien ne nous empêche de faire évoluer les choses si on votait moins pour les partis qui sont de cet avis et si on votait plus pour les partis qui sont de l'avis contraire. Israël est une démocratie il y a tous les moyens, toutes les modalités, les procédures qui sont là pour permettre à ce qu'il y ait des changements majeurs, donc comme celui que vous venez d'évoquer. Concernant les femmes au Moyen-Orient, et je vais être beaucoup plus bref, il est clair que ce processus d'ouverture, de démocratisation de la parole, des moyens d'information, de communication, englobe également la femme constituant 50% de la population globale. Mais pas que les femmes d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire les homosexuels, les personnes. La législation libanaise vient de permettre le changement de sexe au Liban, malgré l'emprise de Hezbollah, malgré l'influence iranienne, malgré l'influence de l'islam chiite. Et là, le changement de sexe aujourd'hui est autorisé au Liban officiellement.
Également, en Égypte, il y a aujourd'hui un quota au Parlement pour une représentation minimale des femmes au sein du Parlement égyptien. En Arabie Saoudite, vous êtes tous au courant du fait que les femmes peuvent conduire, mais ça va même au-delà. Et que dans certains pays du Golfe où la polygamie fait partie des mœurs, eh bien, elle est aujourd'hui. Il y a un projet de loi, je pense au Koweït, qui voudrait mettre une condition à la polygamie, c'est que la première femme soit d'accord. Ça veut dire, d'accord, bon, la charia accepte qu'il y ait une seconde, une deuxième, ou une troisième, jusqu'à 4 épouses, mais il faudrait que les épouses précédentes, ou la première, mais pas seulement, que les épouses précédentes acceptent, aillent signer. Donc tout cela, évidemment, ça n'est pas parfait, mais ça montre quand même qu'il y a une évolution assez importante et que le Moyen-Orient a fait des progrès durant les 10 dernières années, beaucoup plus importants que durant les 10 derniers siècles. Et tout cela, bien entendu, est encourageant et nous devons l'encourager. Merci. Encore une question ? Merci de me donner la parole. Je voulais conforter, de mon point de vue, ce que disait M. Bindelac. On a eu ce matin une intervention très brillante de M. Lévy, Abraham Lévy, qui parlait des traitements personnalisés. Traitement aux anticorps monoclonaux, traitement des cancers, traitement des maladies du sein, ça revient à la peau des fesses. C'est-à-dire que ça veut dire, en d'autres termes, ce type de traitement, malheureusement, ne peut être appliqué et ne peuvent en bénéficier qu'un très petit nombre de personnes. Et je crois que ça s'inscrit un peu dans ce que vous avez dit. Il y a aussi tout le protocole, évidemment, d'expérimentation, de validation, etc. En dehors, je parle des applications. Dans la mesure où ça relève des laboratoires pharmaceutiques, effectivement, on revient dans la question. Il y a encore une... Bon, alors Allez-y. Par rapport à la présentation noble que vous avez faite de vos vœux, sauf si, évidemment, je ne parle pas suffisamment l'hébreu pour pouvoir l'affirmer, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de mouvement politique, d'hommes politiques actuellement en Israël qui défendent cette cause. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En fait, le changement se passe par les urnes dans les démocraties. Et malheureusement, Israël est un pays qui se caractérise par quelque chose de très fort ici plus qu'ailleurs. C'est que les pauvres votent à droite et les riches votent à gauche. Et que dans cette situation de fait, comme il y a plus de pauvres que de riches, la droite est encore assurée d'une bonne majorité pendant quelques bonnes décennies. Et ça, c'est dû au fait... C'est pas seulement de l'humour, c'est une réalité vérifiable, qui tient au fait que justement les questions sécuritaires sont les questions qui l'emportent lorsque l'Israélien met son bulletin dans l'urne, et non pas les questions économiques ou sociales. Et que si c'était effectivement les questions économiques et sociales, on aurait déjà dû avoir un renversement politique dans les dernières années. Mais comme ce sont les questions sécuritaires, la menace iranienne, la géopolitique de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Tout ça sont des préoccupations qui, au dernier moment, sont décisives pour le vote de l'Israélien et non pas sa vie quotidienne, parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi le pauvre Israélien voterait pour le parti politique qui l'a conduit à la pauvreté, si vous voulez. Parce qu'en fait, la pauvreté, encore une fois, n'est pas le fait du hasard ou d'un miracle, c'est le résultat d'une certaine politique économique qui s'est traduit par ces tensions sociales et ces inégalités sociales qui sont très importantes aujourd'hui dans le pays. Donc les changements, ils se font par les manifestations des rues, comme on en voit de façon sporadique, mais qui ne tiennent pas souvent, par les urnes, et par un changement dans la mentalité de l'Israélien qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment forte, qui finirait par voter... vous savez, l'Israélien se laisse... Les dirigeants israéliens de ces dernières années sont assez intelligents pour détourner l'attention de l'Israélien pauvre de sa situation et pour brandir une menace extérieure qui est, selon eux, beaucoup plus importante que la situation locale. Bon.
Et c'est ce qui fait qu'effectivement, la menace iranienne est aujourd'hui plus importante que la menace palestinienne et que la menace géopolitique est beaucoup plus importante que ce qui est pour moi une menace économique, parce qu'une situation avec une telle absence de cohésion sociale, puisqu'il n'y a plus de cohésion sociale en Israël, il y a on a une société fragmentée et divisée. Cette fragmentation de la société est, à mon avis, tout aussi grave qu'une menace iranienne qui est aussi importante. Donc le changement se fera uniquement par les urnes, parce que nous sommes une démocratie et c'est tant mieux comme ça. Écoutez, je crois, moins de meilleur, vous ayez encore un mot à ajouter. Oui, non, mais je vais ajouter qu'il y a des projets, qu'il y a des efforts qui sont déployés, que nous ne sommes pas d'ailleurs dans un système bipartiste fanatique à la française, où tout projet de loi proposé par l'opposition est rejeté. Au contraire, il y a des projets très intéressants qui ont été proposés par l'Union sioniste et qui ont été validés, qui ont obtenu la majorité à la Knesset. Je vous invite vivement à lire les programmes des différents partis politiques. En Israël, on vote beaucoup, on vote fortement, mais on ne lit pas assez les programmes politiques. Le Parti travailliste, par exemple, a un programme qui est divisé en quatre thèmes. Et il y a un thème consacré à la crise du logement, par exemple, avec un projet extrêmement détaillé, chiffré, pour justement faire baisser le prix de l'immobilier. Le parti Kulanu également, au pouvoir, et d'ailleurs le projet dont je vous parle est traduit en langue française, sur le site du Parti travailliste en français, et sur Facebook. Le parti Kulanu également a eu plusieurs projets de loi qui ont été acceptés, qui ont été validés, en fonction desquels, si vous êtes en train d'acquérir votre premier logement, vous avez un soutien de l'État, vous ne payez pas de Arnona de taxes locales pendant un certain nombre d'années, qui peuvent d'ailleurs augmenter si vous êtes dans une ville de développement. Et si ces projets ne passent pas parfois ou sont confrontés à des oppositions, c'est parce que telle est la réalité politique et tels sont les rapports de force au sein du Parlement. Donc là encore, ça n'est pas... il n'y a en Israël ni une dictature des ultra-orthodoxes, ni une dictature du capitalisme. Il y a une vie politique qui est extrêmement transparente et dynamique. Et d'ailleurs, je vous invite à assister au débat parlementaire, puisque tout le monde en Israël peut aller, même sans réservation, assister à des débats à la Knesset, voire même à des débats au sein des commissions spécialisées. Et il y a toujours des places vides. Israël est un très petit pays. Et qui sont disponibles, diffusés en direct sur Internet, d'ailleurs. Et parfois même traduits dans différentes langues dans le français. Extrêmement instructif, absolument. Il reste plus de questions. Donc simplement, d'abord, je tenais à vous remercier, nos invités, Emmanuel Narshon qui est parti un peu plus tôt, Jacques Bindelac, Meir Masri, vraiment d'avoir joué le jeu avec nous de cette projection. Vous l'avez vu, l'exercice est extrêmement difficile. On a vu ce matin à quel point les spécialistes auxquels on s'est adressé ont eu du mal à faire tomber un certain nombre de barrières intellectuelles pour arriver à se projeter. Alors c'est vrai que le don de prophétie, on sait qu'il est limité. Et qu'il demande effectivement ou une inconscience absolue ou alors une élévation morale qu'il est difficile d'atteindre ou alors de partir vraiment dans d'autres directions. Mais je crois vraiment effectivement qu'on a le privilège aujourd'hui, d'abord, comme nous l'a dit Rachel Samoul ce matin en parlant de la culture, de pouvoir nous retourner et d'aller en fait 140 ans en arrière, 70 ans avant l'indépendance d'Israël, pour déjà mesurer l'étendue du rêve de réalisation de la renaissance politique, territoriale, souveraine de l'État d'Israël, la renaissance de sa société moderne. Imaginez effectivement en 1878 ce qu'allait être la réalité de 1948. Ça paraissait inconcevable et pourtant les projets ont commencé à être plantés à ce moment-là, les premières graines. Donc on est aujourd'hui, oui, effectivement, à nouveau dans ce scénario-là, d'essayer de se projeter dans ce que ce pays peut être dans 70 ans, et on l'a compris
et c'est très bien comme ça. Ça dépend aussi grandement de nous tous, de chacun d'entre nous, avec ce qu'il peut apporter, avec aussi ce qu'il peut apprendre. Quand Emmanuel Narchon a dit qu'effectivement, aujourd'hui, pour ce qui est de comprendre la communication, il faut s'adresser à des enfants, il faut s'adresser à des ados. Fort heureusement, on en a tous autour de nous, enfants, petits-enfants. Et je crois effectivement qu'une idée comme ça, peut-être une piste pour le 12e colloque du Bnei Brit, ça serait peut-être bien justement de faire intervenir des enfants et de leur faire dire ce qu'est aujourd'hui ce monde pour eux, et peut-être que eux nous guident, eux nous tiennent la main, parce que peut-être que pour eux, voir le futur, c'est plus facile, justement parce qu'ils sont des enfants. Donc je crois effectivement, oui, là on va tous rentrer à la maison ce soir, et peut-être oui, c'est le moment d'ouvrir nos téléphones, au Skype ou quel que soit le moyen de communication avec la jeune génération, et de leur demander quelques pistes. Pour le reste, je crois effectivement que les défis ont été abordés, les opportunités à la fois à travers les menaces et en même temps ce qu'on peut en tirer. Comme on l'a dit ici, il faut de l'intelligence, il faut compenser le manque de ressources par l'intelligence, la flexibilité, l'innovation, la créativité. C'était notre chance de ne pas avoir de ressources naturelles au début de l'État. Nous en avons aujourd'hui, alors n'oublions pas effectivement les capacités que nous avons développées au début. Restons évidemment avec l'objectif fixé sur ce qui était aussi un des buts de l'État d'Israël, c'est le tikkun, c'est la réparation, c'est la solidarité, la cohésion sociale, parce que pour que nous puissions être une lumière pour les nations, il faut d'abord que la lumière brille chez nous. Donc je crois que ça aussi, c'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc je crois vraiment qu'on a eu une réflexion, ou en tout cas des pistes, que vraiment je vous invite les uns et les autres à continuer à explorer, et qu'on se retrouve effectivement l'année prochaine à Jérusalem, à la loge Robert Gamzon, pour en parler, et pour en parler avec les jeunes. Merci de votre attention. Oui, Pierrot Dreyfus doit d'abord s'adresser à vous pour la synthèse. Je vous demande encore quelques minutes de patience. Merci. Oui, c'est le type qu'on n'écoute absolument plus parce que les gens sont complètement épuisés, ce que je comprends. Merci à Pascal. Nos invités, ça tu l'as déjà fait. Mais merci à toi d'avoir mené ce débat avec ces messieurs, tel que tu l'as fait. Ce fut une journée très dense, de très haut niveau. Nous avons déterminé ce que sera Israël dans 70 ans. À la veille que notre pays soit ce qui a été décrit avec intelligence, avec humour, avec optimisme, à la veille que le 12e colloque ait autant de succès que celui-ci, et ceux qui l'ont précédé d'ailleurs. J'ai tout de suite fini. Merci à nos autres intervenantes et intervenants. Je ne les nommerai pas parce que j'en oublierai, et à juste titre, ils m'en voudraient. Merci de vous être déplacés dans cette chaleur un peu moite, mais ça valait véritablement la peine. Et en dernier lieu, je vous prie de retenir, il est parti maintenant déjà, mais ça ne fait rien, de retenir la date du 17 juillet prochain, 17 juillet à 19h, exactement au même endroit. Notre ami Yoel Cher, qui a découvert 14 lettres de Herzl écrites dans une langue française parfaite à un ami italien, nous fera une conférence. Ne manquez pas cette... voilà. Yoel, je parlais de toi justement à l'instant. Je disais à nos amis ici présents de ne pas manquer la conférence, la tenue ouverte de la loge Robert Gamzon du 17 juillet prochain à 19h. 17 juillet, au cours de laquelle tu nous parleras des 14 lettres de Herzl écrites dans un français parfait, m'as-tu dit,
14 lettres que tu as découvertes et retenez d'ores et déjà cette date du 17 juillet. En attendant, passez une très très bonne soirée et merci d'être venu partager avec nous cet Alavaï.